Bonjour Abel, Bonjour, Claudia. et merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, donc le principe en fait là de ces émissions, de ce podcast, c'est de donner la parole à des hommes qui ont croisé ma route. En fait, au moment de cette rencontre et tout ça, j'ai été touchée. J'ai été touchée par une personnalité, par une présence, mais aussi en parlant de toi, parce que tu mets en œuvre à côté. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, ça fait du bien aussi de pouvoir euh, donner la parole à des hommes que je pourrais appeler chercheurs de conscience ou prêts à accueillir leur sensibilité ou qui ont à cœur d'être au service, des choses de cet ordre-là. Et j'ai senti ça en te rencontrant. On se connaît pas beaucoup parce qu'on s'est rencontrés une fois. J'ai regardé là, c'était en juillet 2019. Ouais, avec Euh, Ramchandra. hein. Avec Ramchandra. Voilà, c'était Ramchandra qui animait une retraite yoga et ayurveda, mais c'est toi qui avais organisé ça. Là, j'étais avec lui, Et jusque justement, c'est qu'en avant-hier. fait, excuse-moi, je te donne la parole après, hein, mais tu vois, ça m'intéresse tout ce que tu fais, le soutien que tu apportes à Ramchandra, et on pourra présenter qui c'est aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Mais ce qui m'intéresse peut-être avant tout, c'est toi, c'est l'homme, Abel. Après, bien sûr, tu partages ce que tu veux, mais c'est quoi ton histoire et quel parallèle tu fais entre tout ce pourquoi tu œuvres et en quoi ça fait profondément sens en lien avec ton histoire aussi à toi, quoi. Donc voilà, je te donne la parole. Euh, et l'idée, c'est ça, c'est d'aller un peu peut-être naviguer, on verra, entre du personnel, si c'est OK pour toi, et de ce que tu mets en lumière pour les autres. Et pour Ouais. toi? En quelque part, tu veux savoir un peu comment tout ça a commencé? Ouais, alors effectivement, je pense que ça pourrait... Mais je te donne la parole, allons voir comment tout ça a commencé. Euh, Ça a commencé avec beaucoup d'épreuves, en fait. La vie m'a mis plein d'épreuves au début, alors ça a orienté ma vie totalement. Hmm. Que je suis né dans une famille où je me suis rendu compte à 18 ans que le père que j'avais n'était pas mon père, mais je ne le savais pas. D'un seul coup, c'est devenu évident et je me suis rendu compte que tout le monde me mentait depuis toujours. Toute la Hmm. famille, les amis, les parents de mes amis, les copains, tout le monde était au courant, sauf moi. Waouh, alors tu le savais pas, mais est-ce que tu le savais? Parce que souvent, hein, les secrets de famille, ça se sent. Non, ce que j'avais compris, c'était que mes parents s'étaient mariés parce que j'étais venu avant trop tôt, quoi, et donc ils s'étaient sentis obligés de se marier. Moi, c'est comme ça que j'avais compris. Et donc, mon père, il y avait toujours des problèmes, il m'engueulait tout le temps pour blanc, pour noir, donc c'était pas facile, mais c'était assez violent même, mais je n'avais pas compris ça. Mais en fait, il m'a été dit qu'il l'avait dit, mais quand j'avais 11 ou 12 ans, mais il l'avait dit avec tellement de colère que je n'avais pas entendu, quoi. Eh oui. J'avais juste entendu que il s'était senti obligé de se marier pour. Alors, en fait, c'était pas tout à fait ça, quoi. Mais en fait, ma mère, j'ai été planqué pendant un an et ma mère, comme elle était mineure, il fallait qu'elle trouve quelqu'un qui veuille bien la marier avec un enfant. Eh ouais, d'accord. Voilà, donc j'ai été mis chez ma grand-mère qui ne supportait pas du tout cette situation, pour qui j'étais la honte de la famille. Et du coup, je sais pas, j'ai j'ai compris ça plus tard, mais j'aimais pas cette grand-mère. Il fallait tout le temps lui dire bonjour. Moi, j'aimais pas lui dire bonjour, mais je savais pas pourquoi, hein. C'est Ouais, donc juste. en fait, tu nais et tu es la honte de la famille, quoi. Ouais, exactement. Le problème de tout le monde, même déjà dans le ventre de la mère. Et tu sais aujourd'hui qui est ton père? Oui, parce que quand j'ai compris ça, j'ai été voir ma mère, je lui ai demandé. Et j'ai dit, c'est pas mon père. Elle me dit non. Et j'ai dit, comment il s'appelle mon père? Elle me l'a dit. Et elle m'a dit, m'en parle plus jamais. Et sur le moment, j'étais tellement choqué que j'ai pas tellement ancré. Et puis après quelques années, je me suis dit, bon, je vais quand même voir qui c'est, mais je n'arrivais pas à me rappeler le nom. Ah. Mais comme elle voulait pas comme elle vous m'avait dit, ne m'en parle plus jamais, je me suis dit, bon, j'avais compris qu'il faisait des transports routiers en Savoie. Alors je me suis dit, bon, si je regarde les butins, des bottins téléphoniques, parce qu'à l'époque, il y avait des gros paquets, Ouais, des à gros l'époque, catalogues. y a pas Internet, quoi.
Ouais. Non. Alors, je cherchais dans le bottin de Savoie. Je me suis dit, s'il y a le nom, je vais bien le reconnaître. Puis, j'ai rien trouvé. Alors, j'ai fait tout le bottin de Haute-Savoie, j'ai rien trouvé. Au bout d'un moment, je suis quand même allé redemander. Mais en fait, il était à Paris, donc je ne risquais pas de trouver. Hmm. Et il travaillait avec la Savoie et la Haute-Savoie. Donc, c'était pas possible de trouver par ce biais. Finalement, je l'ai quand même demandé et je me suis pointé à son travail sans rien lui dire parce que je voulais savoir ce qu'il avait dans le ventre. Alors, j'ai rien dit. J'ai pas téléphoné, j'ai pas prévenu, rien. Eh Je me oui. suis pointé à son travail pour voir. C'est tout. Je voulais voir comment il était spontanément quand ça vient, quoi. Quelle attitude il allait avoir. Waouh, d'accord. Ouais, c'est sûr que il était au courant de ton existence. Et ben, il se rappelait pas du tout. Ah oui. Lui aussi était mineur. Ah, d'accord. Et comme les deux parents étaient mineurs, la famille de ma mère avait été voir la famille de mon père, qui lui, il n'avait pas de père, donc c'était les frères et sœurs c'était le frère aîné qui était tuteur, et ils n'ont rien voulu savoir, parce que ma mère venait d'un milieu plutôt pauvre, et ils n'ont rien voulu savoir. Et je ne sais même pas s'il a été au courant, mais enfin, il a été au courant, parce que j'ai retrouvé par la suite des choses qu'il avait en lui. Lors d'un travail sur moi, j'ai retrouvé un événement qui l'a marqué, et ça m'avait marqué très profondément quand j'étais enfant. Hmm. Il était à des milliers de kilomètres. Il était assez étonné que je... donc il le savait, mais après il est parti à la guerre d'Algérie. Puis pendant la guerre d'Algérie, il s'est passé un truc. Il y a un enfant qui a été tué. Enfin, je suis quasiment sûr que c'est ça. Et je ne sais pas si c'est lui ou si c'est un copain à côté de lui. Mais d'un seul coup, il a conscientisé qu'il avait un enfant et qu'en même temps, il m'avait perdu. Et Hmm. comme ça a été un énorme choc pour lui. Et ce choc-là, je l'ai ressenti moi enfant, alors que je ne l'avais jamais vu, que je ne le connaissais pas et que je l'ai ressenti. Et je le portais dans mes cellules, ce choc. T'as recorrélé avec les dates et voilà, t'as fait le lien. Ouais. Hmm. Je le savais, intérieurement, dans ce que je ressentais, je savais que c'était à ce moment-là de la guerre d'Algérie, qu'il s'était passé un événement comme ça. Et je lui ai dit, j'avais été le voir après, parce que je l'ai retrouvé donc à 27 ans, puis on s'entendait bien. Et que je lui avais dit, quand j'ai fait ce travail, je suis allé le voir, je lui ai dit, il s'est passé quelque chose pendant la guerre d'Algérie qui t'a profondément marqué, qui t'a profondément secoué, où tu t'es rendu compte que tu avais un enfant, puis qu'en même temps tu l'avais perdu et ça t'a bien secoué. Comment tu sais ça? Je l'ai retrouvé à l'intérieur. Je te dirai pas. Bon, c'est pas grave, je sais ce que c'est. Ouais. Et toi aujourd'hui, parce que forcément, t'as cheminé, hein, t'es allé te rencontrer depuis tout ce temps-là, et qu'est-ce que tu J'étais pourrais partager? Ouais. un peu obligé, quoi. Bah, un peu obligé, quoi. Et forcément, c'est un début de vie, et puis une suite, et puis tout ça, du secret, des révélations. Et toi, tu es un homme, tu te construis avec un père qui n'est pas ton père, voilà, t'apprends tout ça. Est-ce que, euh, en- comment dire, est-ce que tu peux, en prenant du recul, voir comment ça a impacté, toi, ta vie de jeune garçon, d'homme, ou comment ça a orienté tes choix? J'ai pas eu de père. J'ai deux pères, c'est un comble parce que j'ai deux pères, mais j'ai pas eu de père, quoi, en fait. Pas Hmm. vraiment. J'ai pas eu, ouais, j'ai pas eu de père, quoi. Je peux pas dire que j'ai eu un père. Parce que j'ai pas eu un... Le père, c'est celui qui guide, qui est là pour te Ouais. permettre de grandir dans la vie, te porter pour te permettre de prendre ton envol, mais j'ai pas eu ça, Va, quoi. va mon enfant, je suis fière de toi, j'ai Ouais, bah, j'ai confiance. pas eu ça du tout. Moi, c'était plutôt les tartes et des coups. Et bon, mais ce que ça m'a amené, c'est que il y a eu un autre événement qui m'a marqué, c'est que quand j'avais 15 ans, mon meilleur ami, avec qui c'était comme mon frère, il a été tué par un camion. Et moi, j'avais 15 ans, lui, il en avait 14. Et moi, j'avais commencé le ski, je commençais à enseigner le ski à l'âge de 12 ans dans la famille. Et à 15 ans, j'ai commencé à enseigner dans un club pour les jeunes du sport, du club de sport, de compétition. Et c'était un mercredi. Et moi, tous les mercredis, j'allais avec le club dans la station. Et lui, on faisait du vélo ensemble, et là, ce jour-là, il partait avec son père en vélo et il m'a demandé, tu viens? Et je dis, bah non, là, je vais au ski. Et il a été tué juste en bas de la station. Et ce qui m'a marqué, c'est que comme c'était presque comme un frère, j'ai été propulsé un peu comme dans la famille. À la fin de la cérémonie à l'église, je me suis retrouvé avec les gens pour recevoir les condoléances. Et ce qui m'a marqué, c'était les parents qui étaient complètement défaits, puis surtout qui se, qui se mettaient mal parce qu'ils avaient obligé leur enfant à apprendre le piano, à faire ci, à faire ça, alors qu'après, il n'a pas vécu, quoi. Et c'était tellement mal de l'avoir obligé à faire plein de choses et de l'avoir empêché.
entre guillemets, de vivre, enfin, de faire sa vie comme vraiment, vraiment il le sentait, quoi, de faire ce qui l'animait. Alors, ça m'a marqué, ça. Ce qui t'a Ce qui marqué, fait donc c'est... avec tout ça, quand j'ai fini les études universitaires, j'ai décidé de prendre ma retraite. C'est ça qui. Excellent. Juste, ce qui t'a marqué, c'est leur culpabilité ou c'est aussi d'être témoin que des parents peuvent être complètement touchés par la perte d'un enfant et que toi, peut-être tu n'avais pas ça? Ah, si, si, bah, si, ça, la mort, ça m'a touché, ça c'est sûr. J'ai Ah bah été comme toi oui, mais que toi. je veux dire que tes parents n'auraient jamais eu cette... Non, ça non. C'est plus le fait de la culpabilité qu'ils avaient, qu'il n'avait pas pu vivre sa vie, quoi. Ça m'a marqué, ça. Et donc, alors plutôt ce que tu es en train de dire, et tu me diras si je me trompe, c'est ça, c'est-à-dire que vivre sa vie là, c'est comme si c'était l'info, Ouais. je vis ma vie. Et il est mort et je suis vivant. Ouais, l'important, c'est de vivre sa vie, quoi. Hmm. C'est pour ça que je suis parti, j'ai décidé de prendre ma retraite des études universitaires parce que je dis, mais c'était pas si simple. Ça n'a pas été si simple. On dirait que ça a l'air d'être une décision facile, mais non, c'était pas simple parce qu'il y a un tel conditionnement. Enfin, j'ai fait des études économiques, enfin commerciales, je sais pas quoi. Ça me plaisait pas du tout. Bon, je suis arrivé là parce que j'avais pas d'autre choix. Et puis, il y a une telle pression sociale, il y a une telle pression familiale, tout est fait pour que tu vas tu vas à l'école, tu vas à l'université, après tu trouves un travail. Hmm. Tu t'installes dans la vie et c'est parti. Et c'était pas évident, quoi, de sortir de ça. Et j'ai été jusqu'à, comme tout le monde cherchait faisait des entretiens pour trouver du travail à la suite de l'université, j'ai fait comme tout le monde, quoi. J'ai répondu à un entretien, je me suis inscrit pour un entretien, prof de comptabilité au même niveau que je venais de quitter, quoi. Et je suis allé là, et je parle pendant 1 heure J'étais passionné par la pédagogie, mais du ski. Et je parle pendant 1 heure de pédagogie, de toutes les expériences que je faisais, du ski, et j'étais tellement passionné, et puis j'avais vraiment quand même pas mal d'expérience, qu'ils m'ont embauché tout de suite, à la fin de l'entretien, et j'étais tellement surpris. Ah bah zut alors, t'es embauché. Et tellement, j'étais tellement surpris parce que j'étais sûr que ça marcherait jamais. Et puis, je leur dis, j'étais tellement surpris, je leur dis, je vais réfléchir. Je m'en vais. Je m'en vais, je me rappelle, je marchais vers chez moi, puis je me disais, mais je vais mourir, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça, prof de comptabilité. Pour moi, c'était la mort. C'était comme si c'était tellement pas, il y avait tellement aucune passion là-dedans pour moi. Heureusement qu'ils t'ont dit oui, parce que c'est comme si ça a pu générer un accélérateur Euh, de, Et ouais, de décision, paradoxalement, c'est parce qu'ils m'ont dit oui que j'ai décidé d'enseigner le ski. que tu as senti l'urgence de faire autre chose. J'ai décidé d'enseigner le ski. Mais c'est fou parce que j'avais pas de diplôme, j'avais rien en ski. Et j'avais trop de compétences pour faire tous ces systèmes. D'abord, j'avais pas l'argent, mais j'avais pas trop de compétences aussi pour faire tous ces diplômes, parce que j'avais déjà plus de connaissances que ce qu'on enseignait à l'école de ski française. Parce que j'avais fait plein de recherches, j'avais travaillé, m'intéressais vraiment beaucoup à la pédagogie, donc j'avais fait plein d'expériences. Je commençais à beaucoup réfléchir là-dessus. La pédagogie, tu commences à t'y intéresser à quel moment? Non, mais je suis tombé dedans quand je suis tout petit, hein, moi. Ouais, c'est dans ton ADN, quoi. Ouais. À 12 ans, j'ai commencé à enseigner le ski. À 9 ans, j'enseignais aux gamins, à des copains à nager. J'ai aidé les profs à l'école. Je passais avec la professeure de mathématiques dans les rangs pour aider les autres, hein, au niveau des maths et tout ça. C'était spontané. J'ai pas vraiment, c'est un don que la vie m'a fait, quoi, la Mm, pédagogie. mm. J'ai pas, j'ai pas de gloire à ça, quoi. C'est un don qu'il y avait. Mais je me rendais pas bien compte, hein. J'ai découvert petit à petit ce qu'il y avait derrière tout ça. Parce que en ski, les gens me disaient, c'est incroyable, tu parles pas aux gens de la même façon. Moi, je m'en rendais même pas compte. Hmm. Mais ouais, c'est ça, quand on a un don, quand c'est inné, on n'a pas toujours conscience. Je généralise parce que je trouve que ça fait partie, moi aussi, personnellement, de ma recherche et quand j'accompagne. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est facile que ça n'a pas de mérite. Là aussi, culturellement, on nous dit souvent, ouais, enfin, en tout cas, moi j'ai un peu ça ancré, faut travailler dur pour y arriver, nanana. Mais en fait, et c'est pas parce que c'est un don et que c'est facile que tu peux pas en vivre, et c'est pas parce que c'est un don et que c'est facile que tu n'as pas de mérite. Parce que là, tu as dit un peu ça tout à l'heure. Bah, je pense que si. Tu as le mérite de l'accueillir, de le reconnaître et d'en faire quelque chose. Oui, oui, puis j'étais passionné par ça, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches. J'étais tout le temps en mouvement, en fait. J'ai tout le temps en apprentissage, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est quand j'étais plus en apprentissage, j'ai arrêté le ski. Quand j'avais plus moyen d'apprendre quoi que ce soit, j'ai arrêté. C'est là où j'ai arrêté. Plus moyen d'apprendre, c'est comme si tu veux dire, t'avais fait le tour. Et je pouvais plus grandir intérieurement avec. Voilà, plus grandir avec ça. Donc, autre chose ensuite.
Donc j'ai arrêté à ce moment-là. C'est au Ok. moment où je commençais à être super connu. Les gens, ils étaient fous. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais un super travail et tout. Oui, mais si je continue, je vais devenir un technicien. J'ai dit comme ça, je vais devenir un fonctionnaire de ski. Ça ne m'intéresse pas du tout. Hmm. Ouais, Je ta vais vivre sur mes motivation, acquis. Moi, ce qui ma motivation, c'était d'apprendre. elle est ailleurs. En fait, Ouais. tout le temps apprendre. Apprendre et puis transmettre, j'imagine, parce qu'il n'y a pas que ça. Mais c'est une autre façon d'apprendre. Ah, clairement, ouais, c'est sûr. Et c'est comme dans un livre qui s'appelait Le Messie récalcitrant et qui a trois façons d'apprendre en apprenant, et puis en rappelant aux autres qu'ils savent déjà et en enseignant. C'est une autre façon d'apprendre. Il y a- Ok, la je vie m'a reçois, fait un don pour enseigner et du coup, je me suis servi de ce don pour apprendre plein de choses, quoi. carrément. La vie, Merci. sur moi-même, voilà. Hmm. Effectivement, on peut imaginer aussi, même si c'est inné, même si c'est de naissance, que peut-être que la pédagogie n'était pas présente au sein de ton foyer. Bon, je veux pas Non, ramener à une séance de psycho, hein, mais ça fait non, aussi. non, c'était pas présent du tout. Mais Ouais. d'ailleurs, c'était même très loin d'être pédagogue dans la famille. Et non, justement, Comme c'est la souvent. musique n'était pas présente non plus, puis je fais de la Hmm. musique. C'est assez étonnant. C'est pour ça que j'aime dire que si tu vois les manques, les souffrances, c'est terrible, hein. Mais souvent, bah, ça aussi, ça amène à développer des excellences. Ah ben, il y a toutes les épreuves d'ailleurs. Il y a pas que les souffrances, c'est-à-dire les épreuves, tout. Mm. De toute façon, les traumatismes, ce sont des épreuves qu'on a vécues dans l'enfance, puis donc on n'a pas vraiment les moyens de maîtriser à ce moment-là. Ça dépend du degré de conscience. Mais c'est toujours possible, quel que soit le traumatisme, même si c'est dans la vie intra-utérine, c'est toujours possible d'apprendre, même à 40 ans ou à 50 ans ou à 60 ans, on peut à nouveau apprendre de ces situations qui ont eu lieu dans le passé. Ça, c'est jamais fini, Ouais. quoi. Même C'est au seuil de la mort, j'ai envie de dire. Oui, oui. C'est tout. C'est C'est l'apprentissage, jamais trop tard, jamais trop tard. l'apprentissage, c'est jamais fini. Ouais. Alors après le ski, ou alors à voir si tu veux parler en chronologie ou autre passion qui t'anime. Non, bah, quand j'ai fini le ski, je me suis dit, je vais travailler. Ah ouais, je me suis dit, tiens, je vais faire des. Non, qu'est-ce qui m'est arrivé? Après le ski, je me suis retrouvé instit dans une école de montagne. C'est un truc qui m'est tombé dessus, je ne pouvais même pas imaginer. C'est parce que je jouais très fort. Moi, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de difficultés avec les adultes. Par contre, avec les enfants, c'était super facile, quoi. Hmm. Et dès que j'allais dans un endroit, tous les enfants, en 5 minutes, j'avais tous les enfants avec moi et on jouait, on faisait plein de choses. Et, et Et donc, pourquoi, d'après toi? pourquoi? Parce que justement, j'étais trop fragile en tant qu'adulte et Hmm, tu j'avais crois? un enfant qui était fort présent en moi et que c'était très facile pour moi d'être en relation avec les enfants, quoi. Puis Hmm. surtout que les enfants, c'était plus simple. Les Ouais, adultes, parce pour que moi, c'était trop compliqué. j'ai une réponse, Trop de mais c'est. jugement, il y avait trop de cadres et de codes Ouais, c'est ça, parce que la réponse qui me vient, mais c'est la mienne, hein, bien sûr, c'est pourquoi ils viennent à toi comme ça aussi facilement, parce que tu sais te mettre à leur niveau. C'est. parce que si j'étais resté, j'étais, j'ai pas grandi, j'étais pas mature du tout, donc j'étais comme un enfant, en fait. D'accord. Mais j'ai gardé ces qualités-là, hein. Des fois, je suis comme un enfant. Même quand maintenant, j'ai fait des stages où les gens me disent, avec toi, c'est pas trop. Des fois, on voit un enfant de 7 ans, des fois, on voit un vieux sage. Ça veut dire quoi alors être comme un enfant? D'avoir le regard qui reste simple, qui s'émerveille de trucs, de rester plutôt fluide, plutôt spontané, enfin, pas avec tu vois, j'ai pas, dans les relations, je sais pas quoi relationner quand il faut faire des conversations, c'est le genre de truc que je sais pas faire, quoi. Hmm. Moi, je sais parler spontanément avec le cœur, et puis voilà, simple. Et je peux parler avec n'importe qui dans la rue, même si je connais pas les gens. Pour moi, c'est tout le monde est un ami dès le départ, avant même que je les connaisse, mais c'est c'est rarement le cas. Oui, c'est ça. L'autre est un ami à découvrir. C'est rarement le cas dans la rue. Il y a des gens qui font oups, puis qui Ah font. oui, c'est sûr, ça peut surprendre. Après, Pareil. ça dépend peut-être des pays, des cadres. Je crois que t'as pas mal Oui, oui, voyagé aussi. c'est clair que dans des pays, c'est plus simple. Dans certains pays, c'est plus facile que dans d'autres. Hmm. Et dans la culture aussi. On a une culture quand même spécifique chez nous. Et qu'est-ce qui te tient à cœur aujourd'hui alors dans, bah, je sais pas, d'apporter justement comment on dit déjà,
ta pierre, ce que tu peux apporter au monde. Je sais, le mot est un peu grand comme ça, mais ton œuvre. Ouais, je fais plein de choses, mais la façon dont je vis maintenant, c'est que je suis disponible. Voilà, c'est tout. Je suis au service de la vie et puis elle fait ce qu'elle veut. J'essaie de suivre ce que ça me dit. Voilà, tout simplement. Et de Mais mettre en œuvre ce que ça me dit, même si des fois, c'est pas facile. depuis que je te connais, enfin que je te connais parce qu'on s'est vu durant cette semaine-là, et puis après c'est plutôt à distance via les réseaux, et c'est ce que je perçois. Je me dis tiens, hop là, il y a comme je suis disponible et on a un nouveau projet qui se met en route. Après, je peux voir aussi de loin quand même que c'est souvent en lien avec, enfin souvent, pas peut-être pas tant que ça, mais bon les enfants, et on a parlé de Ramchandra tout à l'heure. Alors ça peut valoir le coup aussi de le citer ici parce que c'est vrai que c'est un homme formidable, et toi je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais tu es en soutien aussi à ses côtés. Ouais. C'est un yogi du Népal qui a vécu 10 ans à l'ashram de Sri Aurobindo de Pondichéry et qui donc a fait tout un travail avec le yoga intégral, notamment le karma yoga, qui est une des disciplines les plus importantes du yoga. Parce que le yoga, c'est pas juste Mm. des postures. Est-ce Ça, qu'on c'est peut... ça, c'est pas le yoga, ça. Ça, Mm. c'est une toute petite partie du yoga. C'est ça, on peut juste développer bah, le côté pédagogie, le karma yoga, pour ceux qui connaissent pas, c'est dans l'action. Ben, le yoga, déjà, c'est une discipline qui dure 24 heures sur 24 et qui dure toute la vie. Donc, c'est beaucoup plus vaste que simplement les postures. En France, on a connu, ça a été développé ça, mais ça, c'est pas le yoga, ça. Ça, c'est juste l'activité corporelle à l'intérieur du yoga. Et le yoga, c'est bien plus vaste que ça. Et une des disciplines principales, c'est le karma yoga, c'est-à-dire le yoga du service désintéressé. Tu travailles pour le divin, tu Mm. offres toute ton énergie au divin et tu fais ce que ça te demande. Ok, le yoga Faire du sans service attendre, sans désintéressé. attendre tu fais pas ça pour gagner de l'argent, tu fais pas ça pour obtenir la reconnaissance, tu fais pas ça pour obtenir quoi que ce soit. Tu fais juste ça, tu fais ça juste parce que c'est ça qui t'est demandé de faire, quoi, c'est tout. Mm. Qui t'est demandé par la vie, quoi. C'est la vie te met ça entre les. Allez, vas-y, tu prends ce chemin, d'accord. Alors des fois, ça peut tomber sur une passion, puis des fois, ça tombe pas sur une passion, et puis ça te demande d'avaler des couleuvres, ou ça te demande d'aller jusqu'au bout, même si c'est difficile, et des tas de trucs comme ça. Mais en même temps, alors je sais pas le mot exact, hein, mais si ça passe à travers toi, j'ai envie d'imaginer, peut-être naïvement, que c'est dans tous les cas à ton service aussi. Bah, quand tu es au service de la vie, elle te sert aussi. C'est Mais ça ouais, c'est ça. avec, quoi. C'est-à-dire que moi, je vis avec. Dans ce système-là, du coup, je vis avec très peu d'argent parce que je ne fais pas les choses pour travailler, pour gagner de l'argent. Et au début, la vie m'a donné quand même pas mal de travail qui rapportait des choses, mais maintenant, ces dernières années, avec le Népal, elle m'a pas donné du travail qui rapportait de l'argent. Mais la vie me donne toujours ce dont j'ai besoin. J'ai toujours une voiture, j'habite toujours des endroits superbes, j'ai toujours à manger, en plus de qualité, je mange bio, mais j'achète rien, j'ai pas de quoi acheter, de faire des tas de trucs, je vais pas en vacances, je ne paye pas des tas de trucs, mais j'ai une vie passionnante et j'ai toujours ce dont j'ai besoin, toujours. Même si, même si je ne sais pas comment ça va arriver. Maintenant, j'ai suffisamment d'expérience pour être en confiance, même si j'y ai rien, quoi. Là, en ce Mm. moment, depuis le mois dernier, bah, je touche plus que 90 euros par mois. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais. Et voilà, bon, bah, je ne m'inquiète pas du tout. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais ça va, il y a quelque chose qui va se passer. Mm. Je m'inquiète pas. Et cette philosophie de vie ou le karma yoga maintenant appliqué intégralement à toi, ça fait longtemps que c'est même en place, mais c'est aussi en allant rencontrer Ramchandra et en Ouais. allant au Népal que ça t'a, comment dire, permis d'intégrer encore plus ce mode Ah de vie. oui, ça c'est clair, bien sûr, parce qu'au Népal, je me suis investi quand j'ai rencontré Ramchandra, c'était en 2014. C'est à l'époque où j'enregistrais le premier album. Et entre les deux prises de studio, on voulait donner 10% à quelqu'un qui nous inspire. Et entre les deux prises, j'ai rencontré Ramchandra. Et je suis revenu en me disant, ça y est, je sais à qui on va donner l'argent. Parce que Ramchandra, il représentait tout ce qui nous animait. Il travaille avec les enfants. Ils font du chant, de la danse sacrée. Ils travaillent en agriculture biologique. Ils font donc c'est beaucoup sur l'éducation.
Ça correspondait à tout ce qui nous animait, tous. Et puis du coup, Et quand j'avais. tu dis tous, là, tu parles donc du groupe de Il était musique. quatre, ouais. Il était quatre. Tu nous en parleras aussi. Et après, ben, et du coup, j'ai écrit à Ramchandra pour lui dire qu'on sortait un album, puis qu'on allait lui donner 10%, mais il m'a jamais répondu. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, quelques mois après, il y a eu le tremblement de terre au Népal, le gros tremblement de terre, là. Et avec deux bâtiments qui ont été détruits au sein de l'ashram, il n'y a pas eu d'accident, mais ça, c'était un miracle aussi. Ouais. Et, et il a envoyé un mot à tout le monde pour dire qu'il avait besoin de fonds très très vite parce que ça posait des problèmes. Ils savaient plus, ils avaient monté des tentes pour dormir. Ils ne voulaient plus dormir dans les bâtiments et tout. Ils avaient peur. Parce Mm. que le tremblement de terre, il y en a un, mais après, c'est qu'il y a plein de répliques, quoi. Et Eh oui. les répliques peuvent être plus dangereuses parce que comme le premier a fragilisé les choses, après, les murs peuvent tomber, des choses comme ça. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est le temps de lui envoyer quelque chose parce qu'on avait commencé à vendre l'album. Et j'ai dit, bon, bah, je vais envoyer le double, quoi. Et je l'ai envoyé. Et après, on était en lien. Et, et dès l'hiver suivant, après le tremblement de terre, j'ai organisé un voyage là-bas parce que je savais que plus personne n'allait au Népal. Tout le monde avait peur. Et donc, j'ai dit, moi, je pars au Népal s'il y en a qui veulent venir. Voilà. C'est parti comme ça. Et donc là, voilà, t'organises ça pour aller sur place le rencontrer. Ouais. Pour aller sur place, le fait qu'on vive là, ça leur apportait de l'argent. Ça nous a Ouais. permis de visiter un peu le Népal, de visiter l'ashram, deux ashrams. Et puis, euh, et puis après, il venait en France, donc j'ai organisé une semaine solidaire pour récupérer des fonds, pour reconstruire après le tremblement de terre. Et puis après, j'ai organisé un autre voyage, et puis voilà, c'est parti comme ça. Et après, à partir de 2018, je me suis investi à 100% en totalité, quoi. Plein Ouais. Bah, pour c'est le- pour ça que je t'ai rencontré, qu'on s'est rencontré, parce que moi, je suis allée au Népal en 2018 avec Marc Vella et la caravane amoureuse. Ah oui, oui, Et c'est d'accord. là que j'ai rencontré Ramchandra. Alexandra. Et donc oui, pour redire, tu l'as dit, mais voilà, c'est un yogi, mais lui, il a créé un ashram près de Katmandou où il accueille les enfants qui sont soit orphelins ou soit dont les parents n'ont pas les moyens, hein, c'est ça, Ah ouais. de les éduquer. Et il accueille, et c'est un lieu absolument magnifique et magique et incroyable avec beaucoup d'enfants qui vont bien. Euh, et Ah donc oui, voilà, maintenant on fait bien le lien aussi avec ton histoire, tu vois, c'est-à-dire que lui, il a recueilli les enfants qui potentiellement n'ont pas de père. Euh, qui ont pas assez à manger déjà, d'une. C'est tous des enfants issus de milieux très défavorisés qui au départ mangeaient pas à leur faim, souvent, très souvent, qui ont eu des vies très difficiles, qui vivaient dans la rue ou des choses comme ça, ou qui étaient dans des familles très pauvres et qui pouvaient pas être éduqués, quoi, parce que et ça, donc ça. j'ai envie de dire que leur naissance était un drame comme la tienne. Je sais que je fais de la psychologie un peu raccourcie, mais voilà, tu le sais, mais forcément ça Ouais, sauf que résonne là-bas, c'est pas profondément. vécu de la même façon. Ils n'ont pas forcément un drame de ça. Ah d'accord. La misère, c'est pas forcément un drame là-bas. Ah ouais, c'est Pas vrai. comme ça, c'est une autre culture, c'est différent. Bah C'est oui. deux cultures entre chez nous et là-bas, c'est deux cultures comme ça, hein, c'est grand écart, hein. Ouais, ouais. Pas du tout pareil. C'est pas le même rapport à la vie. Ils n'ont pas leur même rapport à la vie, le même rapport au monde, le même rapport aux autres, et aux événements que nous ici en Occident, quoi. Pas du tout. C'est très Mm. différent. Et ça change beaucoup de choses, quoi. Les cultures sont vraiment très différentes. Un Français, même assez ouvert, il n'est pas capable de comprendre quand il arrive là-bas la culture, comment ça fonctionne la culture vraiment là-bas. Et un Népalais, il est incapable de comprendre ici la culture. C'est tellement antinomique avec chez eux que quand je raconte des trucs à Ramchandra, il fait des yeux ronds pas possibles. Bah, à force, il doit s'habituer un petit peu à force de venir en France Oui, maintenant. mais quand même, je lui explique plein de choses, quoi. Le rapport à Dieu, le rapport à la vie, le rapport aux autres, le rapport à l'amour, le rapport à la sexualité, tout, tout, tout. C'est tellement, tellement différent. Ça n'a rien à voir avec chez nous. Et moi, je comprends les deux. J'ai un peu les deux cultures maintenant. Parce qu'à force d'être au Népal souvent, de travailler avec eux surtout, Bah ouais, ça fait 12 ans donc. je suis un peu népalais. D'ailleurs, je fais comme les Népalais Et t'as vu, maintenant. moi aussi, je me suis mis à faire ça. Mm. Même en France, je fais oui comme ça. Les gens, ils comprennent pas. Puis je dis toujours bonjour en faisant comme ça, namasté. C'est ton, mais d'ailleurs, c'est ton prénom, Abel. C'est ton. Namasté. Abel, Enfin, en c'est. fait, je pense à ça parce qu'en fait, c'est vrai que je vois Abel Namasté, donc je sais que c'est Namasté, c'est pas ton nom de famille, hein, mais. Non. Et Abel, c'est ton prénom? Ouais, c'est pas mon prénom de naissance, mais bon. C'est une histoire magique. C'est ce qui est arrivé à un moment donné de ma vie, en 97. Ça fait déjà quand même 30 ans presque.
que je m'appelle la belle, mais c'était pas prévu. J'avais pas anticipé. C'est une histoire magique. Mais si je la raconte, ça prend 10 minutes, hein. D'accord. C'est magique. Ah, ça donne envie de savoir, mais Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est plein d'enseignements. Je peux quand même la raconter. bah ouais, raconte-la de Et toute façon. Et tu sais, J'habitais. on est là pour te donner la parole et offrir cet espace. Et puis, faudra juste pas qu'on oublie, si tu as aussi envie de parler de ton actualité ou de ce que tu fais en Ouais, musique. Et puis, on pourra de toute façon aussi mettre des liens d'accès ouais, ouais, à bien plus sûr. d'infos, quoi. Mais alors, Abel, c'est magique. Ça commence au Québec, en fait, cette histoire. C'est parce qu'en 92, je suis parti 2 ans au Québec pour faire des formations autour de la vie intra-utérine, autour de la guérison, la renaissance, c'est-à-dire le rebirth, ce qu'on appelle ici chez nous le rebirth. Là-bas, ça s'appelle renaissance. Et je suis parti 2 ans faire des formations. Et dans la deuxième année, à un moment donné, je faisais un atelier de guérison très poussé sur la guérison karmique. Et puis, quand on a commencé cet atelier qui durait 3 jours, l'animatrice, qui est une sage-femme très, Mhm. très inspirée, très connectée, elle demande à tout le monde quel est votre prénom, mais quel est votre véritable prénom, le prénom de votre âme? Quel est le nom de votre âme? Moi, je ne m'étais jamais posé la question, quoi. Alors, apparemment, tout le monde avait déjà eu cette expérience. Alors, ils savaient tous un nom, moi. Alors, au moment où on doit se présenter, j'écoute à l'intérieur pour savoir si des fois il y a quelque chose qui vient, quoi. Puis j'entends un mot qui commence par L, mais je sais pas, j'entends L, puis après, c'est tellement surpris que j'ai pas pu écouter vraiment, quoi. Et alors, ça m'a tarabusté parce que je me dis, c'est quoi L, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière? Alors, je cherchais Eléa, Elia, et toutes sortes d'affaires. Et puis pendant le week-end, à un moment donné, il me vient Hélios. Je dis, Hélios, c'est un truc grec, ça. Et je vais voir un copain et je lui dis, Hélios, c'est un nom grec. Il me dit, oui, c'est le dieu du soleil. Le soleil. Ah. Et là, je clique. Parce que depuis 2, 3 ans, je mettais des soleils partout. J'avais créé une association qui s'appelait l'Arbre Soleil. Je signais avec des soleils. Et je me rappelle d'un événement qui m'avait marqué. C'était qu'on m'avait offert des jumelles. Et j'étais dans la montagne, dans le Trièves. Et j'avais souvent les jumelles avec moi pour regarder les animaux, des choses comme ça. Puis, à un moment donné, j'étais dans la montagne, je regardais les jumelles et je vois marquer le nom de la marque. C'était Helios. Et là, je me suis senti super mal. Je me suis senti très mal intérieurement et je me suis dit, oulala, j'aimerais pas m'appeler comme ça. Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, mais j'étais en pleine montagne, il n'y avait aucune raison, quoi, que j'ai ce genre de pensée. Mais je me sentais vraiment pas bien en lisant ce mot. Puis la réflexion qui m'est venue, oh là là, je ne pas m'appeler comme ça. Donc 5 ans après, quand il était raconté ce truc, et puis qu'il m'a dit, Hélios, c'est le soleil, parce que je me suis rappelé de ça. Je me suis dit, waouh, j'ai rendez-vous avec ça, quoi. C'est le prénom que j'ai apporté à ce moment-là. Donc j'ai annoncé à tout le monde que je m'appelais Hélios. Et quand je suis rentré du Québec, pendant 5 ans, je me suis appelé Hélios. Hmm. Ce qui m'a permis de trouver du travail, entre autres. Parce qu'une fois, j'ai travaillé chez un ancien médecin, le premier médecin homéopathe en France qui avait un grand jardin, puis qui était féru de sagesse grecque. Et quand il a su que je m'appelais Hélios, il était aux anges et m'a embauché tout de suite. Vite. Ouais, comme quoi, des fois, hein. Ouais, c'était étonnant. Mais bon, alors j'habitais dans le Var et puis on était 3 dans une maison et j'ai une amie. Elle me dit, je dois aller rencontrer quelqu'un à Grasse. Conduis-moi, parce qu'elle n'aimait pas conduire. Et non, moi, je ne vais pas aller à Grasse, j'ai rien à faire là-bas. C'était 1 heure de voiture pour aller, 1 heure pour revenir. Non, je n'ai pas envie d'aller à Grasse. Je n'ai pas quoi faire que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire pendant 2 heures que tu as un rendez-vous? Allez, à quoi? Elle insistait, allez, viens, viens. Elle insistait, elle insistait. Mais j'y suis allé il y a 2 jours à Grasse déjà. Je ne vais pas y retourner. Allez, allez. Bon, finalement, elle insiste tellement que je décide de me trouver une raison pour y aller. Puis j'y vais avec elle. Et donc, elle me guide. Et arrivé dans le Grasse, elle m'emmène jusqu'à prendre une toute petite rue, mais vraiment toute petite, hein, qui a la place d'une seule voiture. Et cette rue, je l'avais remarquée 2 jours plus tôt en passant. J'avais remarqué un truc, c'était lié à la paix. Et je me suis dit, il faudra que j'aille voir ce que c'est. Et elle m'emmène juste dans cette petite rue. Et moi, j'ai trouvé la coïncidence tellement extraordinaire que je me suis dit, bon, je vais avec toi. Je vais Oui. voir cette dame avec toi. Donc, on arrive chez cette dame. Je ne savais pas du tout ce qu'elle faisait, rien. Et puis, j'étais avec cette amie qui s'appelait Marie-Noël. Alors, elle commence à parler à Marie-Noël. Elle lui dit, dans votre adolescence, il s'est passé quelque chose de très important qui vous a marqué. Elle commence à parler comme ça pendant 5, 10 minutes, puis elle s'en va.
Elle dit, je reviens. Et moi, je dis, mais tu te rappelles de quelque chose? Il me dit, non. Mais ça te touche ce qu'elle dit? Ah oui, ça me touche, hein. Bon, alors on reste, oui, oui. Et la dame, elle revient plus tard avec un gros livre et un pendule. Puis elle dit, le pendule, c'est juste pour vérifier si ce que je reçois intérieurement, je dois vous le dire, c'est à vous le dire ou pas. Puis elle parle avec Marie-Noël comme ça pendant 1 heure et demie sur cette histoire d'adolescence. Puis à un moment donné, bon, vous, faut que je vous parle. Vous, comment vous vous appelez? Hélios. Ah non, vous vous appelez pas comme ça. Je dis, non, ça c'est vrai, c'est mon vrai prénom. Non, je lui dis mon prénom de naissance, Thierry. Elle me dit, ah non, encore moins. Bon, je dois vous le dire, vous vous appelez Abel. Et au moment où elle me dit ça, c'est comme si on m'avait touché à un niveau de profondeur auquel j'avais jamais été touché. C'est-à-dire qu'au moment où elle prononce Abel, je suis touché intérieurement à un niveau auquel que j'avais jamais touché, quoi, en profondeur. Et elle m'explique pourquoi Abel, qu'est-ce que ça signifie, tout ça. Et Abel, en fait, c'est le soleil incarné. C'est-à-dire que ma mission, c'est d'incarner, c'est de devenir un être solaire incarné. Hmm. Et enfin, c'est mon chemin de vie, quoi. Et elle m'explique plein de trucs. Je me rappelle de rien, à part ça, ce que je viens de dire. Je me rappelle de rien du tout. Et Bah, après, tu te rappelles de tout, mais dans d'autres, dans d'autres. vous avez des questions? Et moi, je n'avais pas de questions. Et Marie-Noël me dit, pose des questions. Je dis, mais qu'est-ce que tu demandes? Je ne savais même pas ça allait arriver. Parce que ce qui est étonnant, c'est que d'habitude, je vois tout venir d'avance. Et là, j'avais rien vu venir, quoi. Ça me tombe dessus, mais j'ai pas senti, j'ai eu aucun pressentiment, rien. Ça me tombe dessus. Et Disons que tu as écouté les signes, quoi, pour aller jusque-là. ouais, mais d'habitude, ce genre d'événement, dès qu'il y a tu vois, j'ai des pressentiments, j'ai des choses je sais qu'il Hmm. va se passer quelque chose, mais là, rien, j'avais rien senti. Et j'étais assez étonné, et j'avais aucune question, quoi. Mais elle me dit, mais pose des questions. Je dis, mais je sais pas quoi demander. Et après, elle me dit, ça te va super bien, Ben. Je dis, oh, et elle était corse, cette amie-là. Je dis, toi, je te connais, tu dis rien à personne, hein. Tu dis absolument rien à personne. Et tout le long du chemin, elle me dit, mais ça te va super bien, tu dis rien à personne. Mais pas, ça te va super bien, Abel, hein, c'est vraiment, c'est excellent. Tu dis rien à personne, tu t'engages à rien dire. Moi, je veux pas que tu dises quoi que ce soit à personne. Je dis Mais quand même, dire quoi? Je comprends pas. je voulais Pousse. pas qu'elle en parle, je voulais pas qu'elle en parle parce qu'elle, c'était une vraie pipelette, elle allait Ah oui, oui, raconter oui, ça à oui, tout le d'accord. monde, quoi. Et moi, je voulais pas qu'elle en parle parce que j'avais besoin de vérifier. Puis je me suis dit, D'intégrer. non, puis je me suis dit, sur le chemin du retour, je me suis dit, bon, si vraiment j'ai à m'appeler Abel, la vie va me le dire, quoi. Donc, je me suis donné du temps pour vérifier que c'était bien, que c'était un rendez-vous qui avait du sens, quoi. Enfin, que c'était vraiment quelque chose. Donc, j'attendais de voir que la vie me confirme, en fait, en quelque sorte. Hmm. En Et astrologie, le soleil, suivant une certaine grille d'interprétation, quand on regarde un petit peu la dimension de la personnalité, le soleil, ça représente le papa. En tout cas, dans la façon dont moi j'ai appris l'astrologie, dans une certaine approche. Et c'est surtout comment tu as vu ton papa avant 7 ans. Donc ça m'a fait ça aussi quand tu as parlé de cette signification du prénom. Et je ne dis pas que tu es un papa pour tous ces enfants, mais tu es quand même une figure paternelle, on peut dire ça, pour tous ces enfants du Népal ou ceux que tu as enseignés dans d'autres espaces. ouais, ouais, j'ai beaucoup accompagné aussi. Mm. C'est vrai. Et donc, le lendemain de cette histoire, ça c'était au mois de novembre, c'était début novembre. Et le lendemain de cette histoire, je reçois une carte à l'époque. C'était envoyé par la poste encore. Il y avait encore des cartes qui circulaient par la poste. Et je reçois une carte qui avait marqué aucun prénom. C'était bon, bon anniversaire. J'ai failli oublier, mais j'y ai quand même pensé. Sauf que moi, mon anniversaire, c'est le 3 juin, comme toi, dans 2 jours. Et que là, c'était début novembre. Et je reçois une carte d'anniversaire 4 mois après. Mais c'est vraiment improbable, quoi. La probabilité pour que je reçoive une carte d'anniversaire 4 mois après son anniversaire, en n'ayant marqué aucun prénom, c'est vraiment. Excellent. Et en plus, la carte, elle avait été envoyée la veille de cette histoire-là. Elle a mis 2 jours pour venir, quoi. Et elle arrive le lendemain, le lendemain, quoi. Et moi, ça m'a étonné. Je me dis, mais c'est quand même incroyable cette coïncidence, quoi. Alors là, ça m'a vraiment, pour le coup, ça m'a perturbé. Parce que du coup, toute cette histoire, ça m'a pris la tête, ça a commencé à me prendre la tête, comment je dois m'appeler, etc. Ça m'a pris la tête. Et puis c'était tellement intense que ça me mettait tellement en question. À un moment donné, j'ai dit, bon, c'est pas possible, je peux pas comme ça vivre avec ce truc dans la tête. Je dis, je vais poser 3 questions au divin, à Dieu. Et puis, si j'ai la réponse, c'est OK. Alors j'ai dit, bon, si je dois m'appeler Abel, j'ai fait comme ça, j'ai fait un deal avec le divin. J'ai dit, si je dois m'appeler Abel, tu me donnes 3 bâtons en une matinée.
c'est un truc que j'ai mis en œuvre parce que j'avais appris que certaines décisions, on peut faire ce genre de choses pour confirmer ou infirmer une décision profonde. Et du coup, j'ai dit, si je dois appeler Abel, donne-moi 3 bâtons et une matinée. Pourquoi des bâtons? Parce que comme je suis un montagnard, je suis né à la montagne, j'ai beaucoup vécu en montagne, donc les bâtons, ça me parle. Et pourquoi une matinée? Parce que si sur une journée, je risquais de ne pas me rappeler de les avoir vus passer les trois. Il fallait que ce soit assez court pour que je voie les 3 bâtons, quoi. Parce que ce message, c'est par exemple le mot bâton que tu lis dans un texte qui t'est envoyé, ou parce que tu vois un camion avec un Mm, bâton dessiné dessus, ou parce bien que sûr. avec un bâton qui t'est donné, ou je ne sais quoi. Enfin bon, tu vois, ça peut être plein de choses, ou un rêve. Bon. Et donc en une matinée. Sur ce, je lâche prise. Une fois que j'ai fait cette demande, je sais que je vais avoir une réponse. Et à partir de là, bon, je n'y pense plus trop. Et quelques jours après, je m'en vais avec les Québécois, justement, faire une formation de 4 jours sur la résilience. Non, la résilience. Ouais, la résilience et la persévérance. La persévérance. Et pendant cette formation, à un moment Percez donné, et vous verrez. ouais, pendant cette formation, à un moment donné, on s'en va dans la nature. Donc, c'était en Haute-Savoie. Et là, il y avait un chemin forestier. Et donc, on était, je sais pas, une trentaine, là. Et ils nous donnent une boule de Noël, tu sais, les boules de Noël qui cassent assez facilement, là, de cette taille, et un bâton, un grand bâton. Et ils nous disent, il faut monter le chemin jusque là-haut, il y avait 100 mètres à peu près, en poussant la boule avec le bâton, et vous n'avez pas le droit de la toucher ni avec les mains, ni avec les pieds. C'est juste le bâton, et vous devez monter la boule là-haut. Et moi, ce genre de jeu, je trouve ça super amusant. Je fais ça à toute vitesse, parce que je trouve ça pas bon. Ça me paraissait vraiment simple comme chose à faire. Et je monte ça à toute vitesse, puis je m'assois et j'attends. J'attends 1 heure que tout le monde arrive. Parce qu'il y en a plein qui montaient, puis fout, la boule, elle redescendait en bas. Et, et bon, j'attends 1 heure que tout le monde arrive. Quand tout le monde est arrivé, ce que je vais raconter maintenant, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, hein, c'est après coup, hein, mais là, tout le monde arrive, d'un seul coup, pout, double arc-en-ciel dans le ciel, un super double arc-en-ciel. Bon, je trouvais ça très beau. Et après, ils nous disent, bon, bah, c'est pas fini. Maintenant, on s'en va là-bas. Et il y avait un sentier plus petit. Et ils nous donnent un autre bâton, plus fin, un peu moins long. Et il fallait faire le même jeu, pousser la boule jusque là-bas. Donc moi, je pars bille en tête, et je monte ça à toute vitesse. Je m'assois. Et là, comme les gens avaient un peu plus l'habitude, j'attends une demi-heure. Quand tout le monde arrive, boum, double arc-en-ciel à nouveau. Le même genre de double arc-en-ciel, quoi. Très vif, très lumineux. Et bon, moi, j'ai pas vu à un seul moment donné qu'on m'avait donné des bâtons. Et après, troisième étape, hop, maintenant, on va à l'orée de la forêt, on montait un tout petit sentier de rien du tout. On va à l'orée de la forêt et ils nous donnent un tout petit bâton, tout fin. Et il fallait pousser la boule jusqu'à l'orée de la forêt. Donc moi, je monte ça à toute vitesse, pareil. J'attends une demi-heure, tout le monde arrive. Et à nouveau, boum, double arc-en-ciel. Pareil. Et j'ai toujours pas capté. Et après, on est à l'orée de la forêt, on est dans le bois. Alors, il y a des rituels, il y a des choses, on chante, il y a le feu, la nuit arrive, on fait du feu, tout ça. Et à un moment donné, l'animatrice, elle met la main dans la poche et elle jette les trucs en l'air, ça brille. Et moi, je mets la main et je reçois 3 étoiles dorées, c'est des espèces de paillettes qui font 5 millimètres, quoi. Et je reçois 3 étoiles dans la main. Et là, d'un seul coup, je comprends que j'ai reçu 3 bâtons en en 2 heures de temps, quoi. Hmm. Et il me dit, ah, zut, alors, on va appeler Abel. Alors, je vais la voir, je lui dis, oh là là, il m'arrive un truc bizarre. Je lui raconte cette histoire, il dit, je dois m'appeler Abel maintenant. Alors elle rit. Et quand je redescends, je me rends compte que le premier endroit où je suis resté 1 heure à attendre, j'étais adossé à un tronc d'arbre, au cas où j'ai pas compris, hein, Bah oui. qui se divisait en 3 troncs identiques. Et je vois ça en descendant, je dis, voilà, au cas où j'ai pas compris, là, c'est c'est le summum. Et arrivé en bas, on fait un partage, tout le monde partage un peu son expérience avec cette histoire de persévérance. Et moi, je raconte mon histoire. Tout le monde était écroulé de rire. Et la personne qui m'avait envoyé la carte, elle était dans la salle, en plus. Ah, Et tout le monde qui vient voir en disant, ça te va super bien, ça te va super bien. Ah hmm, ben, voilà, c'est ça l'histoire du prénom. ok. Mais toi, tu Mais, te sens bien avec maintenant. j'ai jamais douté, même pas un dixième de seconde, quoi. La Ouais, vie, finalement. elle a tellement fait un paquet énorme de coïncidences pour que ça fonctionne que j'ai jamais douté un dixième de seconde. Mais il y a plein d'enseignements quand même, parce que c'était pas.
J'avais quand même un peu des... Il fallait quand même que la vie mette le paquet pour que j'arrive Ouais, à... mais le paquet, ouais. Et que j'arrive- l'enseignement, c'est aussi encore, en tout cas, t'écouter, bah voilà, le fait d'être à l'écoute des signes depuis le début, et puis une Ouais, ça m'a forme, toujours guidé, ça. une forme de guide, ouais, d'accompagnement dans le subtil, quoi. Ouais, quand j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, quand j'étais à l'école, j'ai fait plein de projets. J'ai fait plein de projets qui sortaient des sentiers battus, j'ai fait plein de trucs interdits. Et j'ai toujours été à l'écoute de savoir si ça disait oui ou si ça disait non. Comme je travaillais beaucoup en ski, comme j'ai beaucoup travaillé en ski, je faisais des trucs dangereux en ski. Avec Hmm, toi, je faisais du hors-piste, donc j'allais dans des endroits où ça pouvait, il y avait toujours des dangers d'avalanche. Donc j'étais toujours à l'écoute de savoir si ça me disait oui ou non. ok. Et avec les enfants, quand j'allais dans la nature, j'avais toujours cette écoute. Ça me dit oui, ça me dit non. Je prenais un chemin, ça dit oui, ça dit non. Et Et je ça, tu l'as savais, depuis toujours, cette information de ton oui et de ton non? bah, je l'ai travaillé, c'est-à-dire que je demandais, Ouais, c'est ça. écoutez quoi, j'ai écouté. Parce Et que je, je réfléchissais, enfin, j'avais envie de te demander, je réfléchissais à une question, peut-être que tu pourrais m'aider, tu vois. Dans ce principe, les hommes que j'aime, c'est le nom du podcast et c'est aussi euh, comment, pas aider, le mot est trop fort, mais des hommes qui justement sont en recherche, sont en questionnement, sont dans le doute, qui sont peut-être prêts à accueillir leurs émotions, mais qui n'en ont pas la grammaire. Euh, et de leur montrer, bah regardez, c'est possible, on peut cheminer, chercher. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à leur donner ou pas un conseil, mais témoigner. Enfin, tu vois, moi, témoigner? j'ai une vie, je suis parti dans un monde où j'avais énormément de violence. J'avais tellement de violence à l'intérieur que quand j'avais 18 ans, j'aurais pu tuer quelqu'un, ça je le savais, hein. Il Ouais, fallait, voilà, ça fallait, effectivement, ça fallait fait pas me partie. chercher, quoi. J'avais une violence telle à l'intérieur, je l'ai toute retournée contre moi-même en faisant du sport de haut niveau. Je me suis fracassé avec le sport parce que toute cette Ok. violence, il fallait qu'elle sorte et le seul moyen que j'avais, c'était de pédaler comme un fou, quoi. Ça a été ta soupape. Pour Ouais, d'autres, il ça fallait. peut être des addictions. Pour d'autres, ça peut être Oui, mais moi, effectivement du repos. c'était le sport de haut niveau. Je forçais. Même en ski, je faisais des trucs de dingue. Je forçais beaucoup. Je skiais plus fort que les gens qui faisaient de la compétition en équipe de France. Je skiais vraiment à très haut niveau, avec beaucoup d'intensité. Mais c'était beaucoup. Enfin, c'était pas à l'écoute du corps, quoi. C'était vraiment parce que j'avais toute cette violence à l'intérieur qu'il fallait que ça sorte. Sinon, j'allais exploser, quoi. Ouais, exutoire. Donc, ouais, c'était un exutoire. Ça n'a rien résolu, mais c'est un exutoire. Ça me permettait de continuer à vivre sans Et ouais, exploser. ça a peut-être au moins résolu de te faire pas trop de mal, même si tu t'en es peut-être fait dans trop de Si, sport, et puis pas te faire de mal à l'extérieur de toi. Enfin, je sais pas trop. si, mon corps, il est tout cassé, mais Ouais. à la suite de ça, mais le fait est que c'est que ça m'a permis d'avoir la maturité pour pouvoir grandir avec tout ça, quoi. Après, quand j'ai commencé à faire tout un travail, je sais que par exemple, pendant un temps, pendant 6 mois, tous les jours, j'allais dans la nature et je cassais des bâtons sur des cailloux en Hmm. criant. Ouais. Et il fallait vraiment que ça sorte tout ça. Et j'ai passé 6 mois à faire sortir toute la violence qu'il y avait à l'intérieur, quoi. J'avais une rage fou, quoi. Et donc, c'est pour dire, je viens pas, j'ai pas eu une vie toute rose, toute facile, et j'avais une Mais non, violence dingue à forcément. l'intérieur. Et aujourd'hui, je suis en paix et j'ai pas, Et moi, j'ai rencontré, je préfère comme je suis aujourd'hui que comme j'étais. voilà, moi j'ai rencontré Abel en paix. Moi, c'est comme ça que je t'ai perçu la première fois, et aujourd'hui, encore aujourd'hui, voilà. Mais effectivement, forcément, chacun a son parcours de vie, et ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, moi, je peux juste témoigner que c'est possible, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la taille des obstacles à l'intérieur, c'est possible d'être en paix. C'est toujours possible d'être en paix, quels que soient les traumatismes qu'on a vécus, quelles que soient les galères de la vie, quel que soit ce qu'on porte à l'intérieur, c'est possible de grandir et d'arriver à la paix. Mm. Parce que la paix, elle nous habite déjà, mais elle est tellement enfermée au fond de tas de trucs là, qui nous animent. Et tant que ce que j'ai appris de tout ça, c'est que tout ce qu'on a à l'intérieur, si vraiment on ne veut pas le subir, ça demande de le regarder en face à un moment donné ou l'autre, quoi. On ne peut pas ne pas regarder en face les choses qui nous habitent. Tout, tout, Ouais. tout, tout, quoi. Et Fait que ça, moi, tu l'as fait aussi hein, au travers de sûrement ces expériences au Canada ou des choses comme ça. T'es allé regarder, quoi. j'observe toutes mes pensées. La moindre pensée, il n'y a pas un hasard, quoi. Dès que Mm. tu as des pensées d'une certaine teneur, tu sais qu'il y a un lézard derrière, quoi. Bah oui. Ça demande de regarder. C'est quoi? Ouais. D'où vient cette pensée? Qu'est-ce qui m'habite là?
de regarder tout ce qui habite à l'intérieur. En face, ça veut pas dire. Le but du jeu, c'est pas d'essayer de le décortiquer ou de le contrôler, rien. C'est juste de le regarder en face, d'en prendre conscience, de voir que ça existe et de savoir que ce que je suis, c'est pas ça. Je vais raconter une expérience qui m'a éclairé là-dessus. Quand j'ai décidé de prendre ma retraite et de me lancer dans le ski, je me suis retrouvé, mon premier travail, je me suis retrouvé à être moniteur de ski pour un groupe. C'était un prof d'éducation physique qui travaillait au CREPS de Poitiers, donc qui formait des profs d'éducation physique. C'était que des filles, il y avait 18 filles, et j'étais avec 18 filles avec ce gars-là. C'était mon premier travail de ski. Ça a été une semaine mémorable parce que ce gars-là, il s'intéressait à beaucoup d'autres choses, il s'intéressait à la spiritualité. Et du coup, le soir, après la journée de ski, il nous faisait faire plein de jeux, des exercices et tout ça. Et à un moment donné, il y avait quelqu'un qui était allongé, il nous a demandé à tous de simplement être là avec les mains et de lui envoyer de l'amour. Moi, j'avais jamais fait tout ce genre de choses. Et là, il me venait que des horreurs à l'intérieur. Il me venait que des horreurs. Que des horreurs, des trucs violents, de meurtre et tout ça, que des horreurs. Mais moi, c'était tellement pas mon intention que je me dis, mais ça vient d'où tout ça? C'est pas moi, ça. Tu vois, c'était toute cette violence à l'intérieur. On me demandait de l'amour et moi, c'est toute la violence qui sortait en image. Mais je me rendais bien compte que c'était pas moi, que Ouais. c'était pas mon intention du tout. Mm. Et il y avait deux choses à l'intérieur, quoi. Et je me suis dit, bon, je me suis pas pris la tête avec ça. Je me suis dit, bon, il y a ça qui existe à l'intérieur, il y a toute cette violence, mais c'est pas moi. C'est pas qui je suis profondément. Donc, je me suis pas non plus formalisé avec ça. C'est-à-dire, que je l'ai juste accueilli. Tu vois, c'est une donnée, c'est comme une donnée. Voilà, c'est une information que j'ai eue sur moi-même, qui a toute cette violence. Et après, comme ça, j'ai commencé tout un travail et j'ai fait tout un travail qui m'a pris des années pour traverser toute cette zone de violence extrême, de rage et, et de haine, mais c'est faisable, c'est faisable. Ça prend du temps, ça prend plus ou moins de temps, ça va dépendre de notre chemin, mais c'est faisable et c'est possible d'être en paix à la fin dans tout ça, de trouver là où il y a la paix. Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où je vois en face toute cette rage à l'intérieur et que je la vois sans la subir, c'est déjà un énorme pas. C'est déjà énorme. Ça veut dire que il y a quelque chose qui est plus grand que ça. Il y a quelque Ah chose qui oui. est plus stable que ça. Il y a quelque chose qui déjà le voit, qui est pas ça, quoi. Exact. Ouais, c'est C'est souvent. déjà énorme. Mais C'est c'est déjà énorme énorme. en fait, c'est énorme de se désidentifier de ça. Voilà. Et C'est le d'accepter que ce premier soit pas. là, de ne pas chercher à le contrôler, de ne pas chercher à l'enlever, de voir que c'est là et ensuite d'être à l'écoute de qu'est-ce que ça demande pour être libre de ça, quoi, pour être libre Et oui, parce totalement. que c'est peut-être pas là non plus pour rien. C'est souvent les tiens, c'est comme un message à décrypter, quoi. C'est un maître. On a des tas de maîtres dans la vie. Hmm. Le violeur, c'est un maître. Je vais dire ça peut secouer des gens, mais Ouais, toutes bien les sûr. épreuves de la vie, c'est des maîtres qui viennent à nous. C'est dans le sens où ils sont là pour nous enseigner, nous ramener à qui on est Hmm, hmm. profondément. Et oui, c'est Ils sûr que ça demandent peut être d'aller choquant, mais au-delà des vécus. et en développant, c'est bien ça. C'est ce qu'on peut voir a posteriori, toi, moi aussi, dans mon vécu, que, eh bien, quelle initiation ça a été, en fait, même si ça a été terrible, mais de mesurer après coup en quoi on peut aussi en faire quelque chose, ouais. C'est la suite logique, c'est-à-dire que toute chose t'initie à, Ouais. te ramène à qui tu es et t'initie à quelque chose qui te ramène sur le chemin de qui tu es. Donc, Mhm. toutes les choses de la vie sont une initiation. Elle est déguisée, parce que les initiations avant, je faisais dans des temples, se faisaient mais maintenant, les initiations se font au cœur de la vie. Et c'est à nous Et oui, d'avoir ce regard de dire, ah, OK, ce qui m'arrive là, ça m'initie à quoi? Qu'est-ce que ça me demande? Alors, je ne peux pas avoir la réponse tout de suite. ouais. Moi, ça va prendre 20 ans pour savoir que c'était quoi l'initiation, mais ça ne m'empêche pas de faire toutes les étapes pour grandir dans cette initiation jusqu'à ce qu'elle soit complétée, quoi. Et oui, et j'aime bien ce que tu dis, c'est vrai, parce que pourquoi pas hein, aller dans un temple ou dans un lieu spécifique, mais en fait, l'initiation est là dans tous les cas, dans toutes les situations, dans tous les espaces, à chaque instant. Et Mais tout le temps, toute la ouais, vie, c'est une initiation permanente maintenant. ouais. Pour un passionné de pédagogie, c'est Oui, c'est parce que la vie est très pédagogique, en fait. C'est ce que j'ai remarqué. mm, C'est que c'est le plus grand pédagogue, c'est le divin. C'est le plus grand pédagogue. C'est d'une finesse extraordinaire. C'est d'une puissance et d'une finesse incroyable, quoi. ouais.
Et là, c'est une vraie clé d'avoir ce regard-là, cette vision-là pour justement se libérer de poids, de mémoire, de culpabilité. Bon, on va pas tout développer, mais c'est effectivement, c'est là un conseil, quoi. Ouais, c'est pas tellement que tu te libères. Moi, j'ai pas, ce que j'ai appris de tout ça, c'est que tu te libères de rien. Sauf que quand tu connais quelque chose, ça t'impressionne plus. C'est-à-dire que si je connais la rage qu'il y a au fond de moi, elle va pas m'impressionner. Ok. Si elle m'impressionne pas à l'intérieur, elle va pas m'impressionner dehors non plus. Hmm. Si je la connais pas, dès que quelqu'un est en rage, ça va tout de suite me heurter, quoi. Et Si je d'ailleurs, si tu connais la pas, connais pas, tu vas attirer des personnes en rage, oui. possiblement, qui vont t'aider à la reconnaître. Dans ce sens-là, tous les gens qui viennent et qui nous heurtent d'une certaine façon, c'est parce ils touchent à une dimension qui existe à l'intérieur de nous, quelque chose qui nous habite. Et le but du jeu, c'est pas de focaliser sur la personne dehors qui fait quoi de travers, mais c'est plutôt de voir à l'intérieur ce qui se passe et de toujours revenir à l'intérieur, toujours, et regarder ce qui se passe et apprendre ce qu'il y a besoin. Et s'il y a besoin d'exprimer des émotions, exprimer des émotions. S'il y a besoin de faire un certain travail, de le faire. S'il y a besoin. Tout ça, ça nous est donné au fur et à mesure. C'est un apprentissage permanent. Ouais. C'est jamais fini. Il n'y a rien qui La est jamais vie, fini, quoi. la vie est généreuse. Oui, très généreuse. Elle te donne 50 millions de mètres. Quand t'en veux Ouais. pas, elle dit, c'est pas grave, prends celui-là. L'autre, là-bas, il est mieux. C'est le même maître, mais juste, il n'a pas la même forme, mais c'est la même initiation qui s'en vient. La vie, elle est très généreuse. Elle peut nous donner 50 fois la même initiation. Si on ne l'accepte pas, c'est pas grave. On recommence. Ouais, ouais. Ça ne s'arrête jamais jusqu'à ce que tu te regardes. Et sinon, pour revenir à ton actualité du moment, est-ce que tu veux nous partager bah, justement peut-être des informations que tu aimerais diffuser dans l'instant, même si tu as d'autres, je sais que tu as des moyens de communiquer, de diffuser, ou des Eh voilà, bien, des... en ce moment, j'ai organisé la tournée de Ramchandra en France. Donc, Ramchandra, le yogi du Népal qui a créé ces ashrams éducatifs. C'est pas des ashrams comme on a l'habitude. Là, généralement, les gens vont en Inde pour aller dans les ashrams. Là, c'est des ashrams éducatifs. Pour donner un ordre d'idée, c'est que 97% des membres de l'organisation ont entre 3 et 33 ans. Ça donne tout de suite, Ouais. voilà, ça dit ce que c'est comme genre d'ashram, quoi. Donc, c'est essentiellement beaucoup d'enfants et de jeunes. Et il y a trois ashrams, un à Katmandou, un dans le sud du Népal, dans la vallée fertile, et un autre dans la montagne où est né Ramchandra. Et donc là, ce yogi, il est en France pour jusqu'au 8 août. Et moi, j'ai mis en œuvre avec l'aide de l'association toute une tournée où il y a des conférences, des ateliers, des petites retraites, des grandes retraites Mm. intenses. Jusqu'au 8 août, partout en France et en Et c'est Belgique. encore possible de participer. Il y a Oui, des bien cantines, sûr, hein, bien sûr. si jamais, voilà, certaines disent, ah tiens, j'ai envie de creuser un petit peu. Et tu vois, j'avais sorti ce livre-là, puisqu'à l'époque, il venait de sortir. Ouais. Là, on vient de le rééditer. Donc, c'est le livre que j'ai écrit sur la vie de Ramchandra, toute sa vie et puis son œuvre aussi avec les enfants. Et ouais, peut-être que c'est écrit à l'envers, j'en sais rien, on verra, mais c'est... Ramchandra, l'enfant des Himalayas. Ouais, c'est ça, et c'est toi qui l'as écrit. D'ailleurs, je me disais, mais on voit pas que c'est toi qui C'est l'as sur le écrit, côté, mais sur le ça... côté. Sur le côté, c'est marqué sur le côté, sur la tranche. Ah ouais. Et je me suis dit, bah oui, mais en fait, ça m'étonne pas non plus qu'il n'y ait pas marqué en gros plan, quoi, parce que c'est ça, ça sonne avec aussi ce service. Ouais, c'est un service. C'était un travail de dingue. C'était un travail de fou, mais Et pas de oui, est-ce que travail. Ramchandra parle bien français? Mais j'imagine quand même que ça a dû être un grand Non, travail. non, non, mais le pire, c'est que j'ai écrit le bouquin à partir de 70 heures d'enregistrement en anglais, hein. Ah oui, d'accord, ah ouais, c'est ça. C'est un comble. J'ai Mm. écrit à partir d'un enregistrement en anglais. Et maintenant, il y a une traduction qui est faite il y a une traduction en anglais qui est faite à partir du bouquin en français, donc, qui est en train de se faire à partir du bouquin en Excellent. français. C'est un Ah comble ouais, encore ouais. cette histoire. Bah, t'as synthétisé, ça peut repartir dans l'autre sens. Donc Ouais. la tournée de Ramchandra en France, d'ailleurs il vient régulièrement et l'idée c'est effectivement de récolter des fonds pour soutenir toute Et son œuvre au Népal là, pour il est les en train, enfants. ouais, là, il est en train de construire une école au Terai, donc dans la plaine, dans le deuxième ashram, là, au sud du Népal. Et c'est un endroit qui est au milieu de villageois, de villages et de villageois qui sont une région assez pauvre. Et lui, il construit une grande école pour accueillir tous les enfants de la région, leur permettre d'avoir un enseignement de qualité, parce que l'ashram, maintenant, on donne des enseignements il est vraiment réputé, quoi, l'enseignement. Pas la qualité de l'enseignement, mais la qualité de tout ce qu'il y a autour de l'enseignement. Mm. Et puis, permettre aussi à tous ces enfants d'avoir un bon repas par jour, parce qu'ils Mm. vont manger à tous les enfants. Et donc, il construit une grande école en arc de cercle, selon le symbole de mer.
Et voilà, tous les fonds vont servir à ce projet. C'est prévu pour que l'école ouvre dans un an, au début mai. Ouais. Et sinon, bah voilà, il y a la musique. Bon, on n'a pas eu trop le temps de développer, mais je sais que ça fait partie aussi de tes passions. Je peux mettre ce mot-là, en tout cas, peut-être, tu me diras. Et puis que là, je reconnais le lieu pour y être aussi venu. Donc il y a des événements aussi à Ouais. cet endroit-là. Là, en ce moment, depuis le mois de septembre, je suis au domaine des Sarts. Donc, là, c'est un domaine qui a été mis en œuvre par Maruvella. Et ma mission, c'est de donner vie au domaine, quoi. Donc là, j'ai tout un programme que je développe cet été. Il y a le festival du temps suspendu, euh, qui va se faire au mois de juillet, là, du 11 au 19 juillet. Après, il y a un week-end avec Maruvella, à Randbell, les fausses notes de la vie. Après, il y a une retraite avec Ramchandra, justement, ici, pendant une semaine. Et après, il y a une retraite autour de l'Ayurveda avec Ram Prasad, qui est un des jeunes de l'ashram, qui maintenant est adulte et qui est le directeur de l'ashram dans la montagne. Donc toi, tu restes là pendant tout ce temps-là? Je vais rester là tout l'été, moi. Mm. Ouais. Et donc, il y a cette semaine autour de l'Ayurveda. C'est une formation sur l'Ayurveda au quotidien. C'est comment être en pleine forme avec l'Ayurveda au quotidien, quoi. Et le yoga intégral. C'est aussi relié à tous les enseignements de yoga. Et là, il y a tout ça qui est forcément magnifique comme proposition, mais toi, dans ton rôle, tu es, je te vois un peu comme l'homme qui organise mais qui reste un peu discret, mais qui fait en sorte que tout roule, que tout fonctionne. Ouais. Après, à la fin août, il y a une semaine qui s'appelle Joyananda. On va chanter et danser des danses de la paix universelle et chanter des mantras et des trucs comme ça. Moi, là-dedans, je suis l'organisateur, coordinateur. Je fais en sorte que tout fonctionne, que tout se mette en œuvre. Et puis bah, j'ai la guitare. J'ai la guitare avec moi. Et donc, forcément, il y a du chant, Et toujours. oui, À un parce moment, que alors, tu à as droite, toujours, à gauche, il y a du chant. c'est le groupe de musique, il sera présent, c'est Orama? Non. Ben, Orama peut-être sera présent pendant le festival. Je n'ai pas encore la réponse des autres. Je sais pour l'instant, on est quatre dans le groupe maintenant. Donc, Cathy, elle sera là. Ananda Mai, elle sera là. C'est avec elle aussi que je fais la semaine Joy Ananda fin août, là, autour du chant et de la danse, du 17 au 23 août. Mais les deux autres qui sont en Bretagne, normalement, Dominique, il vient avec sa harpe. Et puis, Siveline, je n'ai pas encore sa réponse sûre, quoi. Mais il vient. Normalement, il se peut qu'il soit là pendant Hmm. 3, 4 jours pendant le festival et que moi, j'ai un concert le jeudi où je vais chanter mes chansons et il y a des chances qu'il soit là. Et oui, et qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, de toute façon, tu as ta guitare et le chant. La guitare, je la trimballe partout, que je veux au Népal, partout. Et le chant est toujours présent. Donc, je fais plus des tournées officielles avec des concerts prévus, etc. Mais je chante quand même pas mal parce que l'an dernier, par exemple, j'ai organisé la caravane amoureuse au Népal. Donc, on chantait tout le temps. J'ai organisé quatre séjours distincts au Népal, un autour de l'éducation, un autour de la caravane amoureuse, une retraite avec Ramchandra, puis ensuite 3 jours autour de la spiritualité dans Katmandou. Et la guitare est toujours avec moi, donc on chante beaucoup. Ben voilà, ça se fait de façon comme ça. Et ouais, et justement, je reprends parce que tout à l'heure tu as dit ça, j'ai plus les mots exacts, mais ouais, je suis là, moi, quelque chose comme ça. Donc après, je sais bien que, quand je dis je sais bien, j'imagine bien que c'est pas ta nature de te mettre en avant ou dire ouais, mais peut-être que ça pourrait être au cas où aussi l'occasion de dire bah tiens, si quelqu'un a besoin de toi, qui dit ah bah tiens, mais lui il est super, il a l'air de voilà maîtriser à la fois l'organisation, la pédagogie, la musique. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui est-ce que tu aurais envie ou pas d'ailleurs de faire comme un peu une annonce, dire ouais, moi j'ai ça comme talent que je peux mettre à votre service. Non, je ne fais jamais ce genre de choses, mais Ouais, ouais. Moi, je laisse venir les choses et puis après, je vois ce que ça me demande, quoi, c'est tout. ouais, Je ok, je... je cherche pas. ouais. Je cherche pas. Je fais confiance que la vie, elle a son plan, elle déroule les choses. J'ai juste à suivre les choses et puis, Inch'Allah. Et je sais jamais d'avance ce qui va se passer, quoi. Là, j'ai un programme jusqu'à la fin août et après, j'ai aucune idée de ce qui va se passer, quoi. J'ai aucune idée. Je sais Ouais. absolument pas où je m'en vais. Et tout Rien. va bien, et c'est pas source d'angoisse ou de stress, on a bien Non, compris ça. non. Je suis en confiance que la vie me donne tout ce dont j'ai besoin. D'ailleurs, en fait, t'as plus ça dans ton scope chez les Moga de angoisse, stress, ça arrive encore déjà? L'angoisse, non. Le stress, c'est le stress, très rare. Avec les administrations, des fois, je stresse un peu. Ouais.
illustrations françaises qui font tendance à faire les choses de travers, des fois ça m'énerve. De toute façon, l'idée, c'est pas non plus de se dire, ah, une vie réussie, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de machin. On est juste, enfin, tu restes un humain. Ouais, Par contre, j'entends cette confiance dans la vie, quoi. Ouais. ouais. Mais il y a des fois, il y a des choses qui font un peu bouillir, quoi. Si je vais à la poste, mais ils veulent pas me donner le colis parce que le colis, le nom de Abel Millot, puis que ma carte d'identité, c'est Thierry Millot. C'est pas le même nom. Je dis, oui, mais moi, je peux vous dire ce qu'il y a dans le colis, donc je sais très bien ce que c'est, et puis je peux vous le prouver de telle façon que je m'appelle Abel, et puis qu'ils prennent 10 minutes avant d'accepter de me donner le colis, hein. Ah oui. Et une fois, j'ai dit à la dame, j'ai dit, vous vous rendez compte que l'ordinateur, le numérique, ça vous rend complètement stupide. Vous n'avez plus aucun discernement, vous êtes même plus capable. J'ai toutes les preuves pour vous dire que je suis Abel, mais ça ne correspond pas à ce qui doit se faire, hein, Ça qui est écrit correspond dans pas aux l'ordinateur. indicateurs et aux Et caches. alors, vous ne voulez pas me le donner. Vous vous rendez compte que ça vous rend stupide, tout ça? Une fois, je l'ai dit à une dame, hein, parce que franchement, des fois, toutes les règles, ça rend vraiment idiot, quoi. Ben ouais, mais en fait, c'est ça aussi, tu vois. Puis j'imagine, on peut presque, même si ça énerve, avoir le cœur de se dire, ah bah tiens, peut-être qu'en face de toi, t'as une personne, même si là, tant pis si je dis ça, mais qui, elle, n'est pas sortie du conditionnement comme toi, tu l'as fait très Non, non, tôt, mais bien avec la sûr. mort de ça. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, on est quand même programmé au départ, et des fois, bah, pour certains, c'est pas possible de rester dans le conditionnement. Euh, Non, non, mais c'est sûr, bien sûr, tu as raison, mais bon, des fois, sur le moment, le coup, tu vois, Ah bah c'est oui, bah oui. compliqué parce qu'ils veulent pas, parce qu'il n'y a pas moyen d'être dans l'humain, quoi, et d'être dans l'évidence des choses. Hmm. Mais même l'évidence, comme ça ne correspond pas à ce qui est marqué sur l'ordinateur, ça pose problème. Ouais. Ça fait partie des jeux de la vie, ouais, ça c'est Bah clair. oui, tiens, c'était pareil, c'était un petit message sympa. Bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, on arrive au terme de notre échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais peut-être dire que j'ai pas pensé à te demander ou, une fois encore, c'est pareil, c'était Ben, là et c'est là, quoi. venez, il y a il y a tous les événements et les retraites avec Ramchandra. Venez nous rencontrer ici ou là. Moi, je Mm. pars bientôt dans les Hautes-Alpes parce que je vais mettre en œuvre une retraite spéciale qui s'appelle Nature et Conscience, où c'est pas le yoga intégral. Les autres retraites, c'est le yoga intégral. Là, c'est Nature et Conscience. On est dans la montagne à 2200 mètres, dans un chalet d'alpage. C'est assez rustique. Mais en même temps, on est en pleine montagne, en haute montagne, quoi, pendant une semaine. Et donc, c'est tout Ah un bah programme super. spécial avec Ramchandra autour de l'enseignement, de la méditation, de la respiration. Ouais, génial. On met les liens, hein. Et moi, je viens ajouter aussi, venez, venez, hein, pour avoir expérimenté ce moment avec cet homme, Ramchandra, et ses enseignements. Oui, Waouh. puis venez au domaine des stars. Il y a le Festival du temps suspendu. Ça va être un moment magique, ça, Ah avec ouais, mais je des vais essayer de artistes venir connus, des d'ailleurs parce artistes que moins j'ai vu, tu connus, sais quoi? des artistes qui ne connaissent pas. Pardon, je parle en même temps que toi. Mais justement, je regardais avant, je dis, mais ah, c'est là, c'est en juillet, j'ai trop envie de venir. Ouais. Ouais, c'est en juillet, du 11 au 19 juillet. Donc, ça va être un festival. C'est un festival qui va s'organiser d'une façon un peu particulière, dans le sens où il y a des artistes qui vont être là tout le temps ou pas tout le temps, qui sont plus ou moins connus, pas connus, connus dans certains milieux, ou connus dans d'autres. Enfin, il y a plusieurs personnes. Mais ce que je propose cette année, c'est de faire un grand sac magique où on va faire des petits cartons, on va noter tous les ateliers, toutes les choses, conférences, ateliers, tout ce qui peut se proposer, et on va laisser les âmes faire le programme chaque jour comme ça. On va s'abandonner à ce Donc mystère. le conférencier apprendra le matin qui fait la conférence. Voilà. C'est bien. Vive la spontanéité. Oui, en même temps, parce que je l'ai expérimenté plein de fois dans les concerts. Enfin, j'ai déjà expérimenté de faire des concerts comme ça où on mettait plein de cartons dans un sac magique et puis c'est les gens qui étaient là qui tiraient, Oui, qui oui. leur âme choisissaient une chanson et hop, et on faisait 3 soirs de suite et ça faisait 3 programmes complètement différents avec des enchaînements que moi, en tant qu'adulte, j'aurais jamais mis en œuvre, et c'était Mm. toujours magique, quoi. C'est toujours Mais magique, ouais. c'est ça. Mais ça demande de s'abandonner à cette intelligence extraordinaire qui pilote tout et que si je lui fais confiance, elle met en œuvre les choses d'une façon absolument parfaite et tellement sublime que Ouais, c'est clair. ne veut pas trop réfléchir avant. Et du coup, on va s'abandonner à cette magie. Ah, ouais. Festival du temps suspendu. Puis après, il y a la semaine Joyananda à la fin août. Il y a tout le travail Et avec ben ouais, bah écoute, de toute façon, tu m'enverras les. les Enfin, voyages. je mets tous les liens en dessous.
Et puis, ouais, c'est vraiment des belles opportunités de rencontres dans des beaux lieux, des bonnes énergies et tout ça, quoi. Et les voyages, là, je prépare 4 voyages. Donc, il y a un voyage à l'automne avec autour des une semaine d'immersion dans chacun des ashrams. C'est une semaine pour vivre la vie de l'ashram pendant quelques jours. Et on va à Katmandou avec l'école, on va à Teraï avec l'agriculture et tout ça, puis on va à Gulmi qui est sur l'intériorité, et donc avec un rapport privilégié avec Ramchandra et avec les membres des ashrams. Puis après, je fais un voyage en Inde au mois de décembre. On fait un voyage en Inde sur les pas de Ramchandra, c'est-à-dire qu'on va voyager avec Ramchandra sur les endroits quand D'accord. il était jeune, il a circulé en Inde et il a rencontré des maîtres et toutes sortes de gens. Donc là, on va aller, on a 3 semaines en Inde et on va à Pondichéry, puis on va aller à Tiruvannamalai. Et puis, il y a un voyage en septembre 2027 que je suis en train de préparer. On va faire une caravane amoureuse avec Marc Vella et avec Ramchandra. On va faire un double voyage au Québec Ah en, là là, faut que je me le note ça aussi. en un mois. Ah Et, waouh. et donc, le but du jeu, c'est que la caravane amoureuse paye le voyage à Ramchandra et que Ramchandra puisse faire des activités pour récupérer des fonds aussi. Et avec tous les caravaniers qui voyagent avec Marc, avec moi, avec Ramchandra. Et puis un autre voyage qui va se mettre en œuvre à l'été 2028 avec Ramchandra en Norvège. Ok. D'accord, ouais, donc tu sais pas ce que tu fais après fin août, mais il y a quand même des jalons. Enfin, il y a des jalons, Mm. Waouh. il y a du travail d'organisation. Là, pour l'instant, je cherche des contacts au Québec pour mettre en œuvre tout ça, quoi, parce que moi, si je n'ai pas des organisateurs locaux qui me relaient, je ne peux rien faire, quoi. Moi, tout seul, Ouais, j'ai pas la capacité de mettre en œuvre tout ça. ouais, ouais, ok. Waouh, magnifique tout ça. Bah écoute, je te remercie, Abel. Et Bienvenue. puis, ben, je te dis donc au revoir et à bientôt, j'espère. Peut-être cet été, peut-être dans le cadre d'une caravane amoureuse. On Là, verra. cet été, il n'y a pas la caravane amoureuse, mais tu peux venir au festival. Il y aura Ouais, ouais, Marc, j'ai bien noté, hein. J'ai bien noté que Marc, c'était. il y aura plein de gens superbes. Ouais. Bon, Inch'Allah. Inch'Allah, namasté. Namasté. À toujours, comme on dit au Québec. Ah ouais, à toujours. Mm. Ciao. Ciao, ciao.